Mais il faudra aller voir tous les registres de naissance à Saint-José. J'ai pas le temps. Donc, il y aurait moyen de pour faire des cross. Pour faire vraiment une évidence flagrante, comme j'ai en Sardaigne, en Sicile, en Belgique, donc, où là j'ai l'exhaustivité, tu vois. Hein? Et donc c'est ce que j'essaye de faire dans d'autres endroits. J'ai fait Guernesey, j'ai fait... chaque fois j'ai cherché à Barbate. J'ai été une semaine à la Barbate, tu ne sais pas faire ça en une semaine. Bien sûr. Donc il faudrait alors un financement pour pouvoir dire que tu vas passer 15 jours là-bas, ou des gens locaux qui sont capables de le faire. Et du coup, tes conclusions, par exemple, à la Barbate sur une semaine ou Guernsey, c'est-à-dire que elles sont favorables. Elles sont favorables à plus d'études. Oui, elles sont favorables, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas le genre de recherche où on va directement, si je fais un truc génétique, ils vont peut-être arriver à soutenir. Mais ici, ça apparaît comme étant un peu, malgré tout, farfelu et puis anecdotique et des choses comme ça. Donc il a fallu le temps, vraiment. Dans tous mes confrères au niveau international, donc dans les deux grands groupes qui s'occupent des centenaires, bon, là, ils sont convaincus à 100%. Hein, donc, ils me téléphonent même pour dire quand tu vas là, on va avec toi. Les deux grands groupes, c'est GRG? Alors, non, GRG, c'est plutôt. Ça, c'est pas considéré comme un groupe. Ça, c'est Robert Jung. Ça, c'est considéré comme un ensemble d'érudits dont l'objectif est de valider. D'accord. Hein, Robert est un peu difficile. Mais ta mission, c'est aussi ça, Michel, de valider, toi, ton expertise. Eux, ils valident des individus, moi, je valide des zones bleues. D'accord. C'est très différent. D'accord. Hein? À partir du moment où tu valides une zone bleue, ça veut dire que les facteurs de longévité, tu peux les voir de tes yeux parce que tous les gens les partagent. Tandis qu'un centenaire tout seul dans un coin, c'est bien, mais son voisin, il est mort d'un cancer juste avant. Donc, c'est individuel, là. Tandis qu'ici, dans les zones bleues, c'est vraiment... Donc, c'est là toute la différence entre individual longevity et population longevity. Et c'est ça que moi j'ai introduit. C'est un concept démographique. Et quand je l'ai mis pour la première fois, je l'ai mis en bleu. Parce que j'ai dit, regarde, parce qu'autrement, et ça, Gianni, il ne va peut-être pas le reconnaître, mais quand on avait fini 40 villages, on avait fini le travail qui nous était imparti, c'est-à-dire valider les centenaires des 40 villages. Mais je dis non, c'est pas fini, c'est le début. Parce que quand tu vas dans un village et que tu passes dans l'autre, il y a encore des centenaires et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris une carte minute et que j'ai mis en bleu. Et depuis lors, c'était au mois de mars 2000, c'est devenu Blue Zone, tu vois. Donc ça remonte déjà maintenant, on va fêter les 20 ans. Voilà. Et ça a vraiment pris plus de 10 ans pour convaincre tout d'abord les gens de mes deux groupes très proches, puis la communauté internationale des scientifiques. Blue Zone, c'était ce que tu veux. Et alors, c'était toujours, mais il n'a pas de critères, c'est plutôt du feeling, tu vois, des choses comme ça. Bon, bien sûr, moi, en visitant ces lieux, il y a un tas de choses que je ne sais pas chiffrer, que je sens. Hein, tu es bien placé pour le savoir. Il y a tout un passage d'énergie qui se passe. Moi, c'est ça la plus grande leçon. C'est l'énergie que les centenaires me donnent. Hein, chaque fois que je suis avec un centenaire, je lui tiens la main ou je parle avec lui. Et ils ont... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils m'embrassent toujours d'une façon... ils sentent ma réceptivité. Ils la sentent réellement. Bon, c'est étonnant. Hein, et c'est ça. Je suis plus académique. C'est ça qui te passionne. Je suis maintenant obligé de transmettre une énergie qui m'a été donnée, tu vois. Et ça, c'est fondamental. C'est beau, c'est magnifique. Ils en ont même parlé Ils ont retenu ça finalement déjà dans Le Monde, la page du Monde. Et dans Femmes Actuelles Seniors, ils ont fait un 4 pages, où j'ai été après Michel Serres, mais où ils ont même mis dans le titre l'amour. Tu vois. C'est pour moi le point majeur, quoi. Ces gens sont d'un amour véritablement unique. Je n'ai jamais vu une agressivité, jamais vu des reproches par rapport à d'autres. Non, c'est vraiment... c'est clairvoyant dans leurs yeux et dans tout. Tu sais pas rester inerte devant ça. Et donc, ça, c'est ma vie. Voilà, c'est tout. Mais malgré tout, je voudrais qu'au point de vue scientifique,
mais il y a pour moi un monde de différence entre celui qui essaie de trouver le gène qui, ainsi de suite, et qui finalement n'a peut-être jamais rencontré le centenaire en question, ou n'a pas compris le contexte et tout ça. J'ai l'impression que beaucoup de scientifiques qui s'intéressent à la chose sont très loin de la réalité. Ou alors... ça, tu t'en rends compte dans les réunions, dans les colloques, que les gens sont purement des... par exemple, Jim Voelpel, qui est un des plus obsédés à vouloir montrer qu'il y a un plateau de longévité à partir d'un certain âge, mais lui, il ne fait que des modèles. Il fait que des modèles. Il n'est jamais allé sur le terrain. Il n'a jamais vu. Si, il a été voir un ou deux, mais ce souci de découvrir le feeling, c'est ça. Donc, bon, je suis perçu comme le chasseur de centenaire, mais le mot chasseur n'est pas nécessairement... C'est découvreur de centenaire où on va essayer de percevoir l'essence même qu'il y a dans leur vie et tout ça. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui est fondamental. Comment je continuerai pas, quoi. Et donc, trouver d'autres endroits où ces gens sont comme ça, et c'est toujours dans des sociétés non avancées, et donc ça veut dire que ça a des leçons immenses pour notre société aujourd'hui. Et donc, mon objectif, c'est d'essayer de développer des lieux, comme par exemple toutes les entreprises aux Pays-Bas qui vont adapter des principes de Blue Zone dans la vie du travail de tous les jours. J'ai une action non négligeable, j'ai une possibilité d'agir. Et donc maintenant, ces Flamands veulent faire la même chose. Il y a des lieux qui se développent où ce sont des centres de vie intergénérationnels où les gens ne vont pas être exclus quand ils seront dépendants. Même s'ils sont Alzheimer, ils vont rester là. Où il y aura des jardins partagés, des échanges, un tas de trucs. Donc ça, c'est fondamental. On a une société vieillissante dont le nombre de vieux augmente. On les met tous dans des maisons de repos qui sont horribles. J'ai vu des épaves à la Martinique. Il y en a, il n'y avait même rien au mur. Il n'y avait pas une peinture. Plus aucune stimulation, c'est terrible. Ils finissent grabataires. C'est mourir, c'est tout. Alors que j'en ai vu une autre qui était dans sa maison en bordure de la mer à Anse-d'Arlet. Elle a 105 ans. Elle avait toutes les Bibles et toutes les choses. J'ai lu la Bible avec elle. Et puis après, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a, à un moment donné, elle a commencé à parler, mais elle est là avec son fils, sa fille qui a 84 ans, sa petite fille 61 ans. Ils sont là en permanence. C'est ça. Ils vont passer des gens et la mère est en face et tout. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Un peu de nourriture, un peu de chaleur, mais beaucoup de cœur, beaucoup de famille et tout ça. Et donc, par rapport à ceux que j'ai vus perdus dans des épaves, moi je les appellerais des épaves. non, mais je suis bien d'accord. On est vraiment dans un... On n'a pas compris, on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'il faut les maintenir. Et à Villagrande et à Séulo, il n'y a personne en maison de repos. Ça n'existe pas. Culturellement, ça ne se fait pas. Même s'ils n'ont pas d'enfants et qui sont seuls, c'est les cousins, les neveux et tout ça qui se relaient. Dès qu'il y a une fête, ils sont mis en évidence. Tu les vois sur la place du village. Tu les vois. Et c'est plutôt les femmes qui courent à gauche et à droite. Tout ça. C'est ça qui me fait expliquer la longévité des hommes. Il y a au point de vue rôle dans la société est complètement différent. Tu vois. En plus, ils ont vécu toute leur vie comme des bergers en montagne. Ça veut dire un tas de choses très formidables. Mais pouvoir comprendre, je ne crois pas que je terminerai ma vie en ayant compris. Mais ce que je comprends, c'est qu'ils ont un trésor et que je veux le diffuser moi-même. Et maintenant, tous ceux, même je te dis, Françoise Aubenas du Monde, elle a très bien compris, celle de la radio suisse, au départ, elle ne savait pas quoi, et puis elle a dit qu'il y a quand même quelque chose, hein, Michel, il y a quand même quelque chose. Hein, tu vois, et la façon dont j'appréhendais les choses. Et même Gianni ne comprend pas ça. Lui, il veut arrêter. Il a encore été exclu d'un groupe, soi-disant qu'il veut faire de la recherche sur la longévité. Ils se battent tous en Sardaigne, hein, et donc il vient d'être exclu, mais il veut arrêter. Moi, je n'arrêterai pas. Parce que j'ai trouvé quelque chose de formidable. Tu vois, c'est ça. Bon. Enfin. Contribution de répondre ce message d'amour, en fait. Ce que tu dis, cette énergie c'est de la véritable énergie. Relie les gens. Tu devrais voir, j'ai encore fait une photo, il me prenait par le cou et tout ça. C'est comme si, quand je les rencontre, moi-même aussi, j'émets vis-à-vis d'eux des ondes qu'ils perçoivent et qu'ils ne perçoivent pas peut-être des autres. Et qui font qu'ils veulent... Le terme bienveillance, tu vois. La bienveillance. Bienveiller. Pour moi, c'est un terme fondamental. La bienveillance. Mais pourtant, ça devrait intéresser énormément les scientifiques parce que ça, on se libère de l'ocytocine.
Avec le contact humain, donc c'est quelque chose aussi au niveau, c'est une hormone qui est régénérante. Toutes ces choses devraient les intéresser, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec mes centenaires, ils font tout ça sans s'en rendre compte, c'est naturel. Sûr, c'est naturel. Notre société, malheureusement, a tendance à récupérer des choses qu'on a perdues, mais de façon un peu artificielle. Et même l'exercice physique, c'est move naturally. C'est vraiment bouger naturellement, spontanément et tout ça, et pas se forcer. Moi, je vois encore ce berger dans la montagne, il y a 84 ans. J'avais difficile de le suivre. Hein. Voilà. Mais sa fille a un cancer, donc il y a quand même des problèmes qui sont... D'une génération à l'autre, les habitudes de vie ont changé. Alors c'est ça le problème, dans ces zones bleues-ci, moi ce que je prêche toujours, c'est vous avez un trésor, je le dis chaque fois, vous avez un trésor, ne le perdez pas, passez-le aux générations futures. Mais c'est difficile. Mais tu vois, l'entrée de Nicoya, McDonald's est là, J'étais là en 2007, lorsque Burger King est venu sur roulette. Donc c'était pas donc ils savaient pas si ça allait marcher. Donc c'était un genre de caravane qui pouvait déplacer à tout un gars. On va voir maintenant tout ce que tu as. Voilà. On a bien vu. Et j'en discutais avec le directeur de l'hôpital. Je dis et encore hier avec Zigna, qui est responsable au ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mettez des taxes sur les boissons sucrées. Faites ceci. N'ayez pas peur. Vous êtes en train de tuer vos jeunes. Mais ils font des efforts dans les écoles. Hein. Mais c'est pas suffisant. Et puis, regarde l'obésité. Mais l'obésité, tu l'as à Taïwan, tu l'as au Japon aussi, va à Okinawa. Mon Dieu. Tu vois, les seuls endroits où j'ai pas vu l'obésité, c'est Cuba et Madagascar. Parce que là, il n'y a pas assez à manger. Et peut-être Loma Linda, où ils ont une culture, de par la culture religieuse, ils ont aussi des préceptes de vie qui sont différents. Loma Linda, là on est en un monde complètement différent. Est-ce que tu connais l'origine, pourquoi Loma Linda est dans les Blue Zones? Alors tu vas nous dire. Je te le dis, c'est tout simplement parce que quand Dan Buettner a fait son premier article, National Geographic lui a demandé de mettre quelque chose d'américain dedans. Donc il a cherché, il a trouvé que... Bon, j'ai été 3 fois à Loma Linda, mais c'est la même chose que moi, mes communautés religieuses en Belgique. Mes moines, il y a aussi une proportion de centenaires beaucoup plus grande dans les moines. J'en ai encore un à Chimay, il vient de mourir 106 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vie réglée, parce qu'ils ont des principes et ils ont la foi. C'est-à-dire 3 éléments qui sont dans les trucs des Blue Zones. Mais, ils ne mangent pas de viande, mais moi, en Sardaigne, on mange de la viande et tout ça. Donc, me baser là-dessus pour dire quels sont les secrets de la longévité, je ne crois pas. Il y a bon, alors on va dire, il faut croire, oui, mais ce qui est important, c'est comme on a vu celui-là hier, il a dit 3-4 fois sa croyance explicite devant nous. À chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, c'était Jésus, c'était sa foi. Tu parles de Saoul ou de... Alors, comment il s'appelait? Non, c'est pas Saoul. Saoul, c'est le chanteur, ça. C'est le qui joue de la mandoline. Oui, non, c'est le suivant. C'est José. C'est Pedro. Eh bien, il était sublime, quoi. Hein. Et donc, mais c'est pas le premier. Moi, j'ai fait un tour avec 25 scientifiques en Sardaigne, et quand on lui demande qu'est-ce que sont le secret de la... mais c'est doigt en l'air. Bon, voilà. Et c'est une foi qui ne se pose pas de questions. Tu comprends? Elle est là, ils y croient. Et voilà. Sans doute. Tandis du coup, que ça nous, apaise leur vie, ils ont confiance. On pose un tas de questions, on remet un tas de choses en cause. Bon, c'est peut-être dans la ligne de 68, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, on remet tout en cause. Comme diraient certains, il faudrait une bonne guerre pour remettre les affaires à zéro. Mais je crois que... La foi enlève énormément de stress, parce que du coup, tu as confiance en la vie arrive pour toi, pas contre toi, voilà, et ça. Les gens sont dans la confiance. C'est ça, et donc il y a tout stress. Un ensemble de choses comme ça. Bon, donc, les adventistes, quand j'ai été, ils m'ont demandé d'aller prier avec eux, j'ai été voir un baptême et tout ça, et ainsi de suite. Mais malgré tout, c'est aussi une religion à l'américaine. C'est-à-dire que dans une ville en question dont on va parler, il y avait 23 églises différentes. Je ne sais pas si tu te vois un petit peu. Donc, est-ce que c'est 23 façons différentes de croire? Moi, je suis toujours, quand on fait la semaine pour l'unité des chrétiens qu'on vient de faire au mois de janvier, je dis toujours à mon doyen, mais je dis, je ne comprends pas comment on n'arrivait pas. On se différencie sur des broutilles, sur des dogmes. C'est quoi les dogmes?
Ce qui compte, c'est de penser à l'autre, à soi, et d'amour, c'est tout. Le reste, ce ne sont que du fatras qu'on a mis au-dessus. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Si les choses sont simples... Et donc d'entendre tous ces gens, bon, je suis allé à des messes chez les Terriens, chez les orthodoxes, j'ai eu des discussions avec des musulmans, ben, je crois que si j'avais des bouddhistes, j'étais dans tout au Shangri-La, là, tout en haut de la Chine, dans le plus gros monastère, où il y a 500 moines et tout ça, ben, tu sens une présence. Bien sûr, une fois une connexion. Ouais, Et qu'est-ce que tu penses, Michel, du coup, avec les chèches que vous faites en ce moment ici, de la connexion à la nature qu'ont ces peuples? Elle est juste extraordinaire par rapport à... Ils sont en contact en permanence. Et dans nos villes, on l'a perdu. On a perdu. Les villes ont massacré cette relation avec la nature qui était indispensable pour chacun de nous. Savoir ce que c'est, comment une plante pousse, comment... une vache met au monde, il y a un tas de choses qui sont... et moi j'ai beaucoup de petits-enfants et je veux à tout prix qu'ils découvrent tout ça. Surtout pas qu'ils soient perdus derrière leurs plaquettes et qu'ils ne fassent rien, quoi. Donc, et c'est ça, j'ai une grande confiance quand je vois comment mes petits-enfants sont prêts à transmettre le message. Et donc, je suis très confiant à tous ces jeunes qui veulent véritablement remettre les affaires en place et revenir à une vie plus saine. Mais donc, tu penses que c'est pas tellement au niveau scientifique les molécules, c'est pas tant les molécules qui prendraient les principes actifs, c'est plus d'être en contact avec la nature, comme le contact humain. On parlait d'énergie, d'amour qui passait entre les générations, entre les enfants. La nature aussi s'occupe des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est la bienveillance de la nature plutôt que de savoir tel remède est là, tel remède est là. C'est simplement vivre en contact, en fait. J'étais en Australie et je voyais de la salade de pommes de terre. Il était marqué, potatoes, était marqué nutrients, et tu la voyais. Tous les nutriments étaient mis. On mange plus. On mange plus. On vérifie qu'on doit prendre telle vitamine, tel truc, tout ça. C'est plus normal, ça, tu comprends? Nos anciens ne réfléchissaient pas à ça. C'était spontané. Pas oublier que dans les pays du Nord, ils sont arrivés à 100 ans avec des carottes, des pommes de terre, des choux et un peu de lard de temps en temps. Ils sont arrivés à 100 ans avec la nourriture locale et tout ça. Mais pas... mon plus grand ennemi, c'est l'industrie alimentaire. Hein. Ça, je n'ai pas besoin de te dire, je ne les supporte pas parce que ça et le marketing. Marketing, c'est te faire consommer des choses dont tu n'as pas besoin. Hein, te montrer que c'était indispensable. Et ça joue un rôle ici à Costa Rica, parce que les TV sont ouvertes en permanence et les publicités passent en permanence. C'est mortel. Tu sais que j'avais vu une télévision à Nouakchott, hein, et donc en dessous de la tente, il y avait au moins une 50aine de gens qui suivaient. Et depuis lors, avec un autre, on appelle ça, ils avaient l'antenne, c'est l'antenne paradiabolique. Paradiabolique. C'est quoi? C'est apporter des choses qui sont... Bien sûr. Alors, tu as deux types de sociétés. Tu as la société où tu apportes, la clé est à l'extérieur, comme tu as en Sardaigne, la clé est dehors. Où tu as, au Rwanda, la première chose que tu achètes dans le magasin au trafic, c'est un cadenas. Tu n'as quasi rien, mais tu mets des cadenas partout. Tu comprends? Va à Okinawa, tu laisses ta porte de ta voiture ouverte. C'est pas le même état d'esprit dans lequel ils vivent. C'est des choses fondamentalement différentes. Quand j'avais dit à des enfants, parce que j'ai parlé beaucoup à des enfants des écoles primaires et tout ça, je dis, rendez compte, ils ne ferment même pas la porte. Ils ne ferment même pas. Oui, il n'y a pas de vitre aux fenêtres. Et ils me regardaient avec un air de dire, tu vois, cette hantise de dire, on va me prendre. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne? Vivre dans la peur ou vivre dans l'amour. Hein. Voilà. La base de l'autonomie. Ce sont toutes ces choses-là, tu vois. Donc c'est la dimension humaine, c'est pour ça que je dis finalement, par rapport à la plupart des académiques que je connais, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, tu vois. Je me suis jamais... Il veut trouver l'académique, l'explication scientifique avec des molécules ou des comportements. Non, on n'est pas là, C'est dans une autre dimension que ça se joue, un autre niveau de conscience. Je ne te cache pas qu'ils sont tous arrêtés. Ils ont tous arrêté. Parce que ça ne mène pas plus loin. Hein. Même Vaupel, qui a maintenant 74, tu vois qu'il est... il n'y a plus rien à dire, il est au bout de quelque chose à dire. Et
Et moi, avec le temps, les gens sont même un peu jaloux que moi, je commence à dire un tas de choses que... Ah oui, ça, Michel, il a trouvé quelque chose qui... C'est pas qu'il a trouvé quelque chose, il a senti quelque chose. Il a perçu quelque chose, tu comprends? Et c'est ça qui est fondamental. Je me suis occupé des aurores boréales, la première chose que j'ai fait. D'accord. C'était voir des fusées, puis ça n'a pas touché. Mais j'ai retrouvé dans ma jeunesse des éléments qui me disaient que j'étais déjà intéressé. Tous les anciens du village à 20 ans, je les réunissais pour qu'ils m'expliquent comment la guerre corse s'était faite, et ainsi de suite. J'étais le bienvenu chez eux, je voulais savoir comment ils cultivaient, comment ils faisaient ceci, comment ils faisaient ça. Donc, et ça, j'avais 20 ans. Hein. J'ai fait toute l'histoire de mon village. Bon. Ouais, donc tu avais la fibre depuis... J'étais pas dans la bonne direction. Je voulais faire ingénieur technicien en sciences nucléaires. Puis il y a mon prof qui a dit, mais toi tu dois aller à l'université, parce que j'allais pas à l'université. Et puis on a dit, on va faire la physique à l'université. Ça a été pas mal dur. Ah, tu sais, il y en avait 8 qui avaient réussi sur 80. Et en deuxième session, 2 sur 20. Heureusement, j'étais dans les 2. Et après, j'ai été engagé sur un satellite, mais je touchais rien. C'était trop technique, c'était rien du tout. Et alors, je me suis intéressé à l'histoire et un tas de trucs comme ça, et c'est seulement. Et donc, c'est avec mon épouse, qui était historienne, donc la tante de Jean Méliès. Elle a finalement abandonné l'intérêt de l'histoire, et moi j'ai repris le flambeau, j'ai compris ce qu'était ce qui nous vient du passé, si tu veux. D'accord. Et donc aller voir les anciens, moi. Donc la fibre. La fibre. Et c'est comme ça. Et puis comme j'avais fait le mémoire avec elle de démographie, j'ai commencé démographie historique. Et puis voilà, c'est comme ça que tout ça est avancé. Mais je te dis. Et comment tu t'es retrouvé en Sardaigne avec Gianni Pes? Parce qu'il était venu en 99 à une réunion à Montpellier. Et donc cette réunion internationale d'établissement de longevity, qui se faisait toutes les années, et il s'était venu expliquer qu'en Sardaigne, dans les montagnes, il y avait beaucoup de gens qui étaient centenaires et que les hommes étaient aussi vieux que les femmes. Et alors, je vois encore on est en octobre 99, et je vois encore la coffee break, la pause café, et tous les démographes étaient en train de se regarder, dire, on était habitués que dès qu'on dit que les hommes vivent aussi longtemps que les femmes, c'est qu'ils ont exagéré leur âge, c'est qu'il y a des erreurs. Donc il fallait à tout prix aller voir, comme c'était en Italie. Les Italiens disaient, oui, mais c'est perdu dans la montagne, c'est remote. Bon, finalement, comme on n'était que 2 historiens démographes, habitués avec les documents, un Québécois et moi, et lui, il n'avait pas envie d'aller, lui, il a arrêté déjà maintenant. Donc j'ai dit, je vais à Paris, je vais continuer. Donc je suis allé, je suis arrivé en 2020, janvier 2000, en Sardaigne. Et on a fait tout le système a commencé là-bas. D'accord. Toute l'histoire, toute l'aventure a commencé là-bas. Ça a commencé, mais donc on aurait pu très bien, après 2 mois, arrêter. Parce que j'avais prouvé en 2 mois avec Gianni, d'un village à l'autre, que les centenaires étaient de vrais centenaires. C'était fini. On en serait resté à des études de centenaires, plic-ploc. Alors que, avec mon crayon bleu et avec toute la logique de la population longevity, j'ai apporté une dimension qui maintenant est reconnue, puisque même les encyclopédies, Blue Zone est dedans, et ainsi de suite. Donc, tout ça. Mais il a fallu quand même quelques années. Hein. Et c'est Buettner vraiment qui a popularisé, qui est venu c'est vraiment l'appui de National Geographic. Alors lui, qu'est-ce que c'est? Toi et Gianni, vous n'auriez pas pu répandre ça? Si, mais différemment. Allez, on va être sincère. C'est un grand vulgarisateur, et donc, mais il a piqué le bazar. Tu vois, et donc il a même mis des traits de marque et tout, et donc il en fait du business. Tandis que moi, j'en ai été pénalisé parce que mes confrères me disaient, mais oui, mais toi, ce que tu fais, Blue Zone, c'est du médiatique, c'est du populaire. Hein? Alors il a fallu, moi, 10 ans pour convaincre tous mes confrères que Blue Zone, c'est un concept scientifique. Et donc c'est pour ça que maintenant je viens de faire autant de keynotes dans les universités aux Pays-Bas, au Congrès européen de gérontologie en Suède, j'étais le keynote, et ainsi de suite. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fallu du temps pour récupérer quelque chose dont je dis, écoute, c'est un concept scientifique. Tu vois, c'est pas uniquement manger mieux ou bouger un petit peu. Ça, c'est quelque chose. C'est scientifique à la fois, et cette fibre énergétique que je ne peux pas expliquer. Donc, moi maintenant, donc il y a eu un passage où j'essayais de voir avec lui
et où je me suis fait, bon, soi-disant en passant rouler, quoi, si tu veux, mais comme ça ne m'intéresse pas les sous. Mais il n'a jamais voulu reconnaître qu'il a piqué le nom, quoi, tu vois. Hein. Et à un moment donné, après la deuxième expédition Icaria, on a eu quelqu'un qui était blessé. Oui, et donc, qui est tombé avec un caillou sur un gros caillou là dans le sud, là où il y avait radioactivité. Et donc ça l'a refroidi beaucoup. Et il a voulu passer à Épinès. Mais il a bien vu que Épinès ne marchait pas aussi autant que Blue Zone. Il y a quelque chose de mystique dans Blue Zone. Épinès, qu'est-ce que tu veux dire? C'était le bonheur. Donc il avait été à Singapour, au Danemark, et tout ça. Et donc il avait fait un bouquin sur Épinès. Et puis il a dû Épinès of Blue Zone. Il a dû remettre Blue Zone, tu vois. Bon ben voilà quoi. Donc j'ai eu des contacts avec National Geographic, mais j'ai jamais eu en face de moi, quoi. Hein. Et après, donc moi ça marchait plus parce que on a essayé d'aller à Cuba. Bah, lui, il voulait tout de suite que... J'ai dit, moi, il me faut des scientifiques avec moi. Il faut l'accord des données et tout. Donc, on n'a pas encore de conclusion. Les autorisations. Et maintenant, il veut me relancer sur Cuba parce qu'il a vu que je travaillais sur la Martinique. Donc, voilà, il a vu, parce qu'il a 200 personnes, c'est comme Vichem. Hein. C'est exactement le même processus. Hein. Ils ont 200 personnes chacun qui travaillent. C'est devenu une grosse boîte. Hein. Et ce que tu nous disais, tu nous disais qu'il y avait d'autres zones artefacts, par exemple Vilcabamba, Abkhazia en Géorgie, oui, donc Bama. J'étais 3 fois en Géorgie. Hein. Bon, pour les centenaires, j'étais plusieurs fois pour autre chose que des centenaires, pour la migration, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la migration internationale. Mais on a été à Kasbergi, on a été à Messia. Ce sont des endroits qui sont juste sur la bordure de la crête à 5000 mètres. Hein. Okay. Et on a vu notamment un village où il faut 8 heures pour arriver, splendide, avec des bosses et tout, et avec des monuments uniques, UNESCO d'ailleurs. Bon, et alors, à cette occasion-là, j'ai visité 6 centenaires en un jour. Et il y avait notamment un lundi de Pâques où ils allaient tous ensemble au cimetière donner à manger à quelqu'un qui venait de mourir avec du vin et tout ça. Et tu es dans une nature splendide. Tu es les seuls. J'étais avec deux collègues et tu participes à ça, quoi. Mais moi, j'ai le regret de dire que les 6 centenaires que j'ai vus n'étaient pas des centenaires. Même s'ils avaient sur leur carte d'identité. En recoupant les informations. En recoupant tout, voilà. Et donc, j'ai pas encore publié parce que c'est préparé, mais il y a une susceptibilité par rapport aux Géorgiens. Mais les 6 n'étaient pas centenaires. Par contre, j'en avais une qui était soi-disant 110. Et finalement, avec toutes les erreurs, je la prends souvent dans mes exposés, elle est parvenue à vieillir de 20 ans en 10 ans. Mais malgré tout, elle est morte à 101. D'accord. Mais autrement, officiellement, elle serait morte à 111. Et donc, mais j'ai tous les documents. En 10 ans, tu vois que les chiffres ont été changés un par un. Et on a fait un tas... En recoupant les dates de naissance des enfants, les dates de mariage... Ici, c'est même, tous les 2 ans, ils font ce qu'on appelle des bouquins de famille, des registres, et de l'un à l'autre, la date de naissance changeait. D'accord. Et même dans l'un, on a remplacé le 1895 par 1891. Et on voit la rature. Et alors j'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu beaucoup de ratures comme ça. D'accord. Alors, pourquoi? Est-ce que je pensais que c'était pour échapper à certaines choses comme le fiscal ou militaire? Ouais. Bon, c'est pour avoir accès à certains bénéfices. Ouais, c'est peut-être pour faire plaisir à Staline qui voulait que son pays d'origine était un pays de longévité. Parce que c'est le yogourt bulgare, toutes ces choses-là, c'était les Abkhazes, puisque Leaf, dans son article de 73, était passé chez les Abkhazes. Il avait fait les Hunza, les Abkhazes et Vilcabamba aussi. Mais il avait reconnu lui-même que Vilcabamba, on lui avait raconté des sornettes. Mais en fait, il y a Maznes et Forman qui ont travaillé sur oui, tous ces gens-là ont travaillé, mais ils ont... Après, il y a eu un creux, parce qu'on s'est dit, ben oui, mais c'est... Hein, voilà, il n'y a pas de documents et tout ça. Et donc, ça a remonté quand? Ça a remonté, en fait, dans les années 95-97 avec Okinawa, mais à Okinawa, c'était plutôt individual longevity. Suzuki n'a jamais pensé à dire, on va montrer que c'est l'île entière. Non, il regardait individuellement chaque centenaire. Et donc, quand je les ai vus pour la première fois à Vancouver, en 2001, moi je faisais un symposium sur les Blue Zones, le premier que j'ai fait. Et donc, un gars d'Okinawa est venu près de moi, il m'a dit, je fais une réunion en novembre, viens. Un des frères Wilcox ou... Non. Et c'est le problème, c'est que finalement, ce gars-là travaillait en
en opposition avec Wilcox. Okay. Bon, il m'a invité à aller, on était dans un splendide hôtel, ils avaient fait le G8 avant, donc j'ai même signé appelé Clinton dans le registre. Hein. Mais alors il m'a dit, ce gars-là, on va faire la validation. Donc j'ai commencé à faire la validation, j'ai publié ça par la suite, je l'ai présenté devant beaucoup de gens, en disant que malgré tout, il y a beaucoup de risques d'erreur qui existent, et j'ai des preuves qu'il y a des risques d'erreur, mais que malgré tout, les chiffres sont tellement extraordinaires qu'il y a, quand tu vois les gens, tu vois qu'il y a une longévité. Mais c'est 8 à 9 femmes pour un homme, là. Donc, et j'ai pas pris la peine de découper la partie de l'île où il y aurait eu plus de longévité. Ben, il est un fait que Naha et les endroits urbains ne sont pas favorables, et par exemple, Marathon, Ojimi, qui sont plutôt sur le nord. Probablement. Donc ça, il faut que tu montes tout au-dessus, là, au premier tiers ou deuxième tiers là-bas. Là, il y a des choses. Pour que tu puisses étudier, Michel. Attention, on n'a pas les documents parce que les Japonais sont tellement respectueux de la privacy que si tu n'as pas une entrée par la famille et tout ça, moi j'ai eu finalement par des contacts avec la famille. Mais en plus, j'avais heureusement un étudiant japonais qui était capable de me dire ça c'est ça, ça c'est ça. Hein? C'est comme en Géorgie, c'est écrit en géorgien. Heureusement, les chiffres sont écrits en normaux. Ben, bon, il faut chaque fois. Je travaille beaucoup avec les locaux, hein, impliquer les locaux. Bien sûr, bien sûr. Il faut que tu aies une population de combien de personnes pour que ça soit significatif? Parce qu'on nous a dit que Vilcabamba, par exemple, c'est trop petit pour pouvoir en tirer des conclusions. Il y a 1000 habitants dans le village, 4200 dans la vallée, et que c'est un échantillon trop petit. C'est quoi un échantillon représentatif pour toi? Ça veut dire que la p-value, elle est d'autant plus favorable que la population est grande. Si tu mets un village de 2000 avec un autre village de 2000 et que tous les deux sont en extrême longévité, séparément, ils ne seront pas significatifs. Si tu les mets ensemble, ils le sont. Parce que tu veux bien définir le concept de p-value, c'est la probabilité que ce que tu observes soit hors de l'ordinaire. Là-bas. Donc, je prends un exemple. Dans un village, il y a subitement 4 centenaires. Ah, hein? Moi, en Sicile, un village, il y en a un qui est mort à 109 et l'autre à 110. Exceptionnel. Mais c'est 2. Hein? Je dirais que si c'est 1, ce n'est pas intéressant du tout, c'est le hasard. 2, ça me dit déjà, il doit y avoir quelque chose, hein, dès qu'il y en a 2. C'est comme 1 fois rien, 2 fois rien, 3 fois rien. Hein. Bon, donc, mais si je mets alors les chiffres dans les outils statistiques de p-value, ben, je travaille sur 1500 habitants, j'ai deux personnes qui ont atteint 110 ans, ça ne ressort pas. Donc, alors, si je vais voir le village d'à côté et qu'on va dans le même sens, là, au lieu d'avoir 2000, je vais avoir 4000, et ainsi de suite. Et alors, au lieu de faire l'agrégation spatiale, tu fais aussi l'agrégation temporelle. Si une année, il y a eu un centenaire, mais qu'il n'y en a pas les années suivantes, mais si pendant 10 ans, tu as systématiquement des centenaires qui viennent, comme j'ai dans les villages de Séoul et Villa Grande, sur 30 ans, chaque année, il y a de nouveaux centenaires. Donc ça, c'est plus le hasard. Et donc, on arrive à des 0, 0, 0, 0, avec 7 zéros avant 1 comme p-value. Et c'est ce que je vais présenter à Paris. Dans ce cas-là, ça devient significatif. Ça veut dire on a une chance sur 10 millions de trouver une situation comme celle-ci si on applique le standard italien. Donc si on mourrait comme en Italie, hein, eh bien, et qu'on appliquait ça au village en question, ben, ce qu'on observe est exceptionnel. Donc une chance sur 10 millions devient exceptionnelle. Non, ce serait ce que l'on voit. Si on avait appliqué le standard italien, on n'aurait qu'une chance sur 1 million de trouver ce que l'on observe. Tu vois? Ça, c'est très simple au point de vue statistique. Et donc, ce que tu fais, tu étends dans le temps et dans l'espace. Donc, ça veut dire qu'il faut plusieurs villages parce que tu n'as pas assez et qu'il faut plusieurs générations. Et alors, la dernière chose qui me paraît importante, c'est que ce phénomène de Blue Zone, qui est en fait la conjonction de gens qui ont eu dur, qui ont des difficultés, qui ont bien sûr des bons gènes, qui se marient entre eux, il y a de l'endogamie, hein, et qui ensuite profitent des soins de santé qui ont été améliorés largement. Les deux ensemble font une émergence de la longévité. Et cette émergence, à cause que les jeunes, comme à Okinawa, ne sont pas en train de suivre leurs aînés, et Okinawa c'est classique, c'est en train de jouer. Donc c'est un phénomène transitoire. Depuis 2000, il n'y a personne qui a dépassé 117, et en fait il y en a 8.
qui ont dépassé 117. J'en ai vu 2. Parce que Kamataongo, elle avait 116, mais je lui ai donné 110. Emma Morano, elle avait 117, là on lui a donné 117. Et donc, mais voilà. On ne va pas plus. Et tu n'as pu remonter que du coup cette dernière génération, l'avant-dernière génération, parce qu'avant il n'y avait pas de registre pour leurs parents ou leurs grands-parents, c'était pas traçable. Au niveau de la Sardaigne, je remonte jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Hein. Il y a des registres sur lesquels... Il y a des registres paroissiaux. Hein. Okay. Mais ça c'est plus difficile, tu vois. Okay. C'est plus difficile. Donc en fait, pareil, ce phénomène transitoire, il est qu'à partir du XVIIIe siècle. Il est à la fin des générations 1885. C'est ça. Avant, on n'a aucune idée, on ne peut pas savoir si c'était... À vue donnée, ça va faire 1885, 1910 ou 1915. C'est 30 ans là. C'est ce qu'on peut étudier. C'est ce qu'on va dire. Okay. Avant, on n'aura jamais d'idée, c'est pas traçable. Ben, si, j'essaye moi justement d'aller chercher plus tôt et d'aller plus loin. Et donc, les premières indications que j'ai, ou sur la Barbade ou sur la Martinique, c'est que il y a quelque chose, mais il faut que je remonte en arrière, il faut que j'étende les villages et tout ça, parce que je ne peux plus me permettre d'arriver devant des confrères et dire « Oh, j'ai trouvé quelque chose !» Ils vont encore me dire « Ça y est, Michel a encore été voyager, choses comme ça. » Je ne peux pas aller aux États-Unis en disant « Cuba fait mieux que vous tu vois, alors que j'en suis convaincu. Mais ça va faire un choc, tu comprends? Donc, mais ça commence à être très connu, quoi. Mais il a fallu que je le fasse connaître du point de vue scientifique, tu vois, hein? Et j'ai dû batailler contre quelqu'un qui bon, il a popularisé. Ce que je n'aime pas, c'est qu'ils font un peu des pronostics sur la survie. C'est comme, ils n'ont pas l'attitude que j'ai au point de vue humain. Ils vont encore, comme je la vois, oh, elle est en train de décliner. Ils font un petit peu comme... C'est un peu malsain. C'est un petit peu comme si c'était pas du bétail, mais enfin, tu vois. Ça, j'aime pas. À chaque fois qu'ils sont là, qu'ils sont dans ce sens-là, je réponds même pas. Mais, par contre, ils m'aident beaucoup à retrouver tous, de façon exhaustive, et à savoir l'état de santé et tout. Donc j'en ai 3 comme ça en Belgique, qui travaillent gratuitement pour moi. Hein. Donc, mais ils sont contents parce que je mets en valeur leur truc. Et donc c'est ce qu'on disait dans les réunions internationales, la Belgique est vraiment au top niveau quant à la qualité de ses données à cause de tous ces réseaux qui se passent. En France, vous n'avez pas les données. Vous ne savez pas qui est vivant. Hein. J'ai vu le cas à la Martinique, c'est impossible. Hein. En France, on n'a pas de données sur combien de supercentenaires on a? Si, mais... le nombre de centenaires, là on est foutu. Les super centenaires, il y a des gens qui commencent à 107, 108. Ok. Et donc là ils ont des listes, ça s'appelle les grands centenaires français. Il y a des sites qui existent et qu'on vérifie. Mais du coup, s'ils ont réussi à les référencer, Michel, pourquoi tu dis qu'on est foutu sur les centenaires? Parce qu'ils n'arrivent pas à lire. Il n'y a pas de traçabilité. Il y en a beaucoup plus. Et il y en a beaucoup qui passent inaperçus. Okay. Même en Belgique, maintenant que je n'ai plus accès au registre nominatif. Avant, j'avais accès au registre nominatif. Ici, on ne les a que par les informations de la presse, par les ouï-dire, par les communes qui veulent bien, ainsi de suite. Et donc, ils viennent encore me dire, il y a une semaine, on a trouvé une nouvelle qu'on ne connaissait pas. Et qui a 105 ans. Donc, on s'arrête à 105. Et là, maintenant, j'ai une base de données de 1400 qui ont atteint 105 ans en Belgique. Sur combien d'années? Depuis toujours. Depuis toujours. 1400, 1400 personnes au total ont atteint 105 ans. Là-dedans, il y en a quand même une centaine qui sont à exclure parce qu'ils sont soit nés à l'étranger, on ne peut pas vérifier, soit ils ont été radiés d'office parce qu'ils étaient disparus, ou alors ce sont des gens qui sont nés en France, par exemple, une chose comme ça. Donc il faut savoir si je prends tous ceux nés en France ou tous ceux nés en Belgique, et ceux qui vont décéder en France et ainsi de suite. Et tu travailles sur un concept de zone aussi en Belgique ou c'est de la longévité individuelle? C'est juste par curiosité. Je n'ai pas trouvé en Belgique de zone qui ressortent suffisamment pour en faire une blue zone. D'accord. Il y a des zones qui sont appelées terres de centenaires, mais ce n'est pas suffisamment fort au point de vue p-value pour justifier les choses comme ça. Quoi. Donc, il se peut que, par exemple, les Flamands vivent plus longtemps que les Wallons, mais maintenant, le doyen des hommes est un Wallon. D'accord. Voilà, donc, on est dans l'aléatoire. Hein. Donc, du coup, tu t'intéresses, les gens t'envoient ces données-là, mais c'est de la longévité individuelle, c'est juste pour un intérêt ce qui m'intéresse, culturel. Non. Ce que je m'intéresse, c'est que pour chacun d'eux, j'ai l'information complète venant du registre. Je sais quand ils ont été mariés, je sais quand ils ont été veufs, où ils ont habité et tout ça. Et ça, c'est sans faire la moindre enquête, j'ai un ensemble d'informations sur eux. Et il n'y a personne au monde qui a une base de données exhaustive permettant de dire c'est 105 plus, qui sont exceptionnels. Hein?
les 100 et 5 plus. Et puis, quand tu veux faire des enquêtes et que tu veux en avoir 100, il faut qu'ils soient capables de répondre à ton enquête. Et puis, de toute façon, il faut que tu les suives pour savoir quand ils vont mourir. Et ainsi de suite, c'est démentiel. Mais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je voudrais encore publier ça. Donc, j'ai tout, j'ai les chiffres, j'ai tout, mais il faut que je me dise, je m'arrête, je regarde la littérature que j'ai déjà rassemblée et je rédige. Et donc, ça, c'est un petit peu dur. Ben oui, parce que je suis toujours parti.